Aller sur Mars est donc difficile, je veux dire vraiment ardu. Même la lumière, l'élément le plus rapide de l'univers, met environ 12 minutes et demie pour voyager entre la Terre et Mars. Pour les humains, le voyage est bien plus lent. Avec les fusées actuelles, les astronautes auraient besoin de 5 à 11 mois pour atteindre la planète rouge. Et cela ne fonctionne que lorsque la Terre et Mars sont bien alignés, ce qu'on appelle une opposition de Mars. Cela n'arrive qu'une fois tous les 26 mois. Mais une nouvelle étude suggère qu'un raccourci pourrait se cacher dans l'espace. Un cosmologiste brésilien nommé Marcelo de Oliveira Souza a étudié la trajectoire d'un astéroïde appelé 2001 CA21. Cet astéroïde se déplace de manière à croiser les orbites de la Terre et de Mars. Au lieu de se concentrer uniquement sur la puissance des fusées, Souza a posé une question différente. Et si la forme de l'itinéraire elle-même permettait de gagner du temps? C'est comme trouver une autoroute plus rapide entre deux villes. L'astéroïde suit une trajectoire orbitale très précise, très peu inclinée par rapport au mouvement des planètes autour du Soleil. En calculant précisément les futures positions planétaires, Souza a découvert que l'année 2031 pourrait offrir une opportunité rare. Lors de cette opposition de Mars particulière, la Terre et Mars s'alignent presque parfaitement avec le plan orbital de l'astéroïde. Selon l'étude, cet alignement permettrait à des vaisseaux d'atteindre Mars en seulement 33 jours sur un itinéraire ou 56 jours sur un autre. C'est bien plus rapide que les plans de mission actuels. Plus impressionnant encore, l'aller-retour complet vers Mars et retour sur Terre pourrait ne prendre que 153 jours dans le meilleur des cas. À titre de comparaison, de nombreux concepts de mission actuelles prévoient que les astronautes passent plus d'1 an loin de la Terre. Bien sûr, il y a un bémol. Cette recherche ne résout pas par magie tous les problèmes du voyage vers Mars. Les astronautes auraient toujours besoin de moteurs puissants, de quantités énormes de carburant, d'une protection contre les radiations, de vivres et de systèmes d'atterrissage sûrs. Mars reste à environ 140 millions de milles en moyenne, bien au-delà de tout ce que les humains ont jamais parcouru. Et le timing est crucial. Si les astronautes arrivent sur Mars au mauvais moment, ils pourraient attendre des mois que les planètes s'alignent à nouveau avant de rentrer. Pourtant, l'étude souligne un point important. Le voyage spatial ne consiste pas seulement à construire des fusées plus rapides. Parfois, il s'agit de comprendre les routes naturelles déjà présentes dans le système solaire. Tout comme les marins utilisaient autrefois les courants et les vents pour traverser la Terre plus vite, les futurs astronautes pourraient utiliser les voies invisibles créées par la gravité et le mouvement orbital pour voyager plus efficacement entre les planètes. Mars reste une destination difficile, mais des études comme celle-ci montrent que le voyage n'est peut-être pas tout à fait aussi impossible ou lointain qu'il n'y paraissait autrefois. Vous avez peut-être entendu que la NASA va lancer une mission vers Titan, la plus grande lune de Saturne, en 2028. Et beaucoup de choses peuvent mal tourner. Le vaisseau Dragonfly va percuter une atmosphère épaisse à une vitesse folle, survivre à une descente infernale, déployer ses parachutes, puis atterrir dans un endroit bien plus froid que l'Antarctique. Et si vous imaginez un vaisseau géant à la Star Trek, non. Dragonfly, c'est en gros un drone high-tech de la taille d'une Mini Cooper. Alors, un engin aussi petit peut-il vraiment survivre à tout ça? Eh bien, il a intérêt, surtout que le projet a déjà 2 ans de retard et coûte de plus en plus cher. La NASA a sélectionné la mission Dragonfly en juin 2019 et le lancement était prévu pour 2026, mais il a été repoussé à 2028. Ce retard à lui seul a ajouté environ $1 milliard au coût total. À ce stade, le projet dépasse les $3 milliards. Tout cet argent sert à construire un engin à énergie nucléaire de la taille d'une voiture, avec 8 rotors, un peu comme un drone. Il sera rapide, capable de parcourir des dizaines de kilomètres en moins d'1 heure, et il faudra environ 6 ans pour atteindre Titan. Donc, si la date de lancement actuelle tient, il devrait atterrir là-bas d'ici 2034. Mais pourquoi Titan exactement? Eh bien, parce que Titan est bizarre, dans le bon sens du terme. C'est la plus grande lune de Saturne. Elle est aussi plus grande que notre propre lune et que la planète Mercure. L'atmosphère de Titan est épaisse. La pression atmosphérique y est environ 60% plus élevée que sur Terre.
un peu comme la pression qu'on ressent au fond d'une piscine profonde. Mais la raison principale pour laquelle Titan fascine autant, c'est qu'elle possède tous les ingrédients nécessaires à la vie. Ce monde regorge de composés chimiques complexes à base de carbone. Sur Terre, le carbone est au cœur de tout être vivant. Il contribue à former nos cellules et nos structures corporelles, et il intervient dans les réactions chimiques qui font fonctionner la vie. Sans carbone, la vie telle qu'on la connaît n'existerait pas. Et puis, il y a l'eau. D'accord, Titan est bien trop froide pour avoir de l'eau liquide, mais il y a de la glace. Il y a aussi des nuages, de la pluie, des rivières et des mers d'hydrocarbures liquides, comme le méthane. En plus de ça, les scientifiques pensent qu'un océan d'eau liquide pourrait se cacher sous sa croûte glacée, un peu comme ce qu'on suppose exister sur Europe, la lune de Jupiter. À bien des égards, Titan pourrait ressembler à ce qu'était la Terre il y a des milliards d'années, avant que la vie ne se développe pleinement. En étudiant la chimie et l'environnement de Titan, les scientifiques espèrent repérer des signatures chimiques qui pourraient indiquer une vie passée, voire présente. L'une des cibles principales de Dragonfly est le cratère d'impact Selk. Les scientifiques pensent que quelque chose s'est écrasé dans cette zone il y a quelques centaines de millions d'années. Et cet impact aurait pu rassembler les bons ingrédients pour la vie en un seul endroit. On parle d'un mélange de carbone, plus d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Sur le papier, cette mission est incroyable. Envoyer un robot volant sur Titan pour comprendre comment la vie a pu commencer. Mais quand on entre dans les détails, on réalise à quel point c'est difficile. Faire voler un drone dans un monde aussi lointain, c'est relativement nouveau et honnêtement, un peu intimidant. La marge d'erreur est très faible. Alors, ces dernières années, les scientifiques ont mené toutes sortes de tests techniques. Et c'est crucial, parce que Dragonfly ne va pas juste arriver là-bas et revenir. Il va passer environ 2 ans et demi à opérer et explorer différents sites sur Titan. Et comme l'air là-bas est bien plus dense que sur Terre, les roteurs de Dragonfly ne se comporteront pas de la même façon qu'ici. Pour savoir s'il peut décoller, rester stable et manœuvrer correctement, on ne peut pas se contenter de deviner ou se fier à l'expérience des drones classiques. Il faut recréer les conditions atmosphériques de Titan ici sur Terre, pour voir comment l'engin volera là-bas. C'est pourquoi ils ont décidé de le tester dans cette immense soufflerie du centre de recherche Langley de la NASA, en Virginie. Mais ils n'ont pas simplement soufflé de l'air normal, ils ont injecté un gaz appelé Fréon R134. Ce gaz permet de reproduire la façon dont l'atmosphère épaisse de Titan pousserait et tourbillonnerait autour des rotors. L'idée, c'est de tester comment Dragonfly gérera la pression atmosphérique, vérifier ses vibrations, vous voyez, ce genre de choses. C'est seulement après avoir lancé les simulations que les problèmes ont commencé à apparaître, et il s'avère que Dragonfly en avait pas mal. Dès le départ, les ingénieurs savaient qu'atterrir sur la lune de Saturne serait un défi immense. Sur Mars, par exemple, les engins spatiaux subissent un atterrissage rapide et intense, que la NASA appelle souvent les 7 minutes de terreur. Mais sur Titan, la descente et l'atterrissage de Dragonfly devraient durer bien plus longtemps, environ 2 heures. La descente sera vraiment éprouvante. Quand Dragonfly plongera dans l'atmosphère de Titan, il sera enfermé dans un bouclier aérodynamique. C'est en gros une protection thermique conçue pour résister aux frictions et à la chaleur intense lors de l'entrée. La NASA a aussi conçu des parachutes qui se déploieront ensuite pour ralentir progressivement le vaisseau. Ces parachutes doivent fonctionner longtemps, jusqu'à 110 minutes. Mais les tests ont montré que le bouclier aérodynamique pouvait osciller fortement, voire se mettre à tournoyer pendant cette longue phase. La NASA a donc dû ajuster les parachutes pour stabiliser le vaisseau. Après cette descente difficile, on peut tous célébrer, non ? Eh bien, pas encore, parce que Dragonfly se pose à la surface, il pourrait faire face à un autre problème, la surchauffe. Et ça paraît bizarre, vu que Titan est incroyablement froide, avec des températures pouvant descendre à environ moins 180 degrés Celsius. Au départ, les scientifiques pensaient que leur principal défi serait de garder Dragonfly au chaud là-bas. C'est pourquoi le plan initial prévoyait une source d'énergie spéciale appelée générateur thermoélectrique à radioisotope multimission. Oui, c'est un sacré nom. C'est le même type de générateur nucléaire utilisé sur les rovers Curiosity et Perseverance sur Mars, et il fournit à la fois de l'électricité et de la chaleur. Mais quand les chercheurs ont lancé les simulations, ils ont découvert que le design pouvait causer le problème inverse. S'il n'y a pas de vent sur Titan, genre lors d'une journée parfaitement calme, Dragonfly pourrait ne pas arriver à évacuer la chaleur, et alors l'atterrisseur pourrait surchauffer.
En clair, même sur un monde glacial comme Titan, ce générateur pourrait dégager assez de chaleur pour faire surchauffer certaines parties de Dragonfly. Et là, la mission serait pratiquement terminée. L'atmosphère épaisse de Titan pose un autre problème délicat. Sur Terre, l'atmosphère et la météo peuvent changer assez vite, parce que nos jours et nos saisons s'enchaînent rapidement. Mais Titan fonctionne sur un rythme bien plus lent. Un jour complet sur Titan dure environ 16 jours terrestres. Et une année là-bas prend presque 30 années terrestres. Comme tout évolue si lentement, l'atmosphère ne change pas aussi brusquement qu'ici. Et ce rythme lent affecte aussi la température. Sur des planètes comme Mars, la température peut varier énormément entre le jour et la nuit. Titan, c'est différent. Grâce à son atmosphère dense, la température reste relativement stable. Les variations sont faibles, mais les scientifiques doivent quand même les prendre au sérieux. Ils ont donc soumis Dragonfly à une série de tests, et il les a passés. Heureusement, le système de chauffage et de refroidissement semble capable de gérer ces variations subtiles. Maintenant, vous vous demandez peut-être, d'accord, mais comment est-ce qu'il se déplace concrètement ? Eh bien, vous savez maintenant que Dragonfly est comme un drone, il n'a pas de roues. Il a des hélices et des patins d'atterrissage, donc il ne peut pas simplement rouler au sol. Il est conçu pour se déplacer en volant. Il décollera à la verticale, volera jusqu'à un nouveau site et se posera à nouveau, encore et encore. Tout ça fait de Dragonfly un projet d'ingénierie extraordinaire. Mais justement parce qu'il est si ambitieux, il reste beaucoup d'inquiétudes. C'est exactement pour ça que la NASA teste tout et prend toutes les précautions pour lui donner les meilleures chances. Et si ça marche, Dragonfly pourrait nous aider à trouver des indices sur l'origine de la vie sur Terre. On y trouvera peut-être des signes de vie, ou quelque chose d'encore plus grand. Mais pour l'instant, difficile de savoir ce que Titan cache vraiment, alors il faudra attendre 2034. Depuis des décennies, l'exploration de l'espace suscite les rêves des hommes. Et depuis l'an 2000, une présence humaine continue a été maintenue en orbite. Récemment, un nouveau record a été établi. Il y a à peine quelques semaines, 17 personnes de 5 nationalités différentes se trouvaient simultanément en orbite terrestre. Le précédent record remontait à septembre 2021, lors de la mission Inspiration 4, financée par des fonds privés, où le nombre de personnes en orbite atteignait 14. Voyons cela. Récemment, 3 nouvelles personnes ont rejoint la station spatiale chinoise de Tiangong. À bord se trouvent également 3 autres astronautes, présents depuis novembre 2022, qui devraient retourner sur Terre en juin. Par ailleurs, 7 individus se trouvent à bord de la Station spatiale internationale, tandis que 4 membres d'équipage ont quitté l'ISS à bord du véhicule Crew Dragon Freedom de SpaceX, retournant avec succès sur Terre le 30 mai 2023. Cela laisse 13 personnes en orbite. Fait intéressant, ce record inclut également la 600e personne à atteindre l'orbite terrestre. Rayana Barnaoui, membre de la mission Axe-2, est devenue la 600e voyageuse spatiale et la première saoudienne à voyager dans l'espace. Mais on a quelque chose d'encore plus fascinant à vous révéler. En effet, le record du plus grand nombre de personnes dans l'espace, et pas uniquement en orbite terrestre, a également été battu il y a peu. Toutefois, ce record n'a duré que 5 minutes environ. Durant ce bref laps de temps, 20 personnes se trouvaient hors de la planète. Ce record a été établi lorsque 6 membres de l'équipage du VSS Unity 25 de Virgin Galactic se trouvaient en même temps que 3 taïkonautes chinois vivant et travaillant à bord de Tiangong, ainsi que 11 astronautes à bord de l'ISS. Cela commence à être sacrément encombré. Eh bien, la Station spatiale internationale a toujours accueilli la majorité des voyageurs spatiaux en provenance de la Terre. Cependant, je parie que certains faits fascinants sur cette prouesse technologique vous échappent encore. L'ISS est l'un des objets les plus brillants dans le ciel nocturne. Le plus impressionnant ? Vous pouvez vous inscrire à un service spécial qui vous enverra une notification chaque fois que la station passe juste au-dessus de votre emplacement et reste visible à l'œil nu. Personnellement, on l'a observé à de nombreuses reprises, et c'est une expérience vraiment impressionnante. Normalement, vous pouvez la voir entre le crépuscule et l'aube, mais attention, car la station se déplace extrêmement vite. À une vitesse de 8 km par seconde, elle boucle une orbite complète autour de la Terre en seulement 90 minutes. La Station spatiale internationale est un véritable record en soi. C'est le plus grand objet fabriqué par l'homme dans l'espace, avec une longueur de 110 mètres, soit la même taille qu'un terrain de football. Son poids atteint environ 450 tonnes,
et 8 vaisseaux spatiaux peuvent s'amarrer à l'ISS simultanément. L'espace de vie et de travail à bord est plus vaste qu'une maison de 6 chambres. Les astronautes disposent de 6 dortoirs, d'une salle de sport, de 2 salles de bain, ainsi que d'une impressionnante vue panoramique à 360 degrés depuis leur grande baie vitrée. Passons aux détails plus techniques. Sur l'ISS, les astronautes n'ont pas à affronter de mauvaises odeurs. Une personne spécialement formée sent tout ce que les astronautes emportent avec eux pour les protéger des mauvaises odeurs. Le problème est que, dans l'espace, vous ne pouvez pas simplement aérer la pièce si l'odeur devient désagréable. C'est pourquoi la NASA est extrêmement prudente concernant les fragrances autorisées à bord. Enfin, sachez qu'il est nécessaire de se débarrasser de ces vêtements après chaque utilisation, car chaque simple chargement d'un demi-kilogramme envoyé à l'ISS coûte jusqu'à $10 000. Il est donc plus économique de jeter ces vêtements sales que de gaspiller de l'eau pour les laver. En dormant, vous bénéficieriez d'un flux d'air exceptionnel autour de vous. Sinon, le dioxyde de carbone que vous expireriez formerait une bulle autour de votre tête, entraînant une privation d'oxygène. Et cela n'est clairement pas idéal. Les gens pensent souvent que dans l'espace, la gravité devient nulle, d'où l'apesanteur que ressentent les astronautes à bord de la Station spatiale internationale. Mais ce n'est pas tout à fait exact. La gravité reste l'une des forces les plus fondamentales de l'univers. Grâce à elle, la Lune peut orbiter autour de la Terre, et le Soleil ne dérive pas de notre galaxie, la Voie lactée. Mais sur l'ISS, les astronautes ne rencontrent pas de gravité à part entière, mais une microgravité. Autrement dit, une gravité très faible. La gravité terrestre à bord de la station est seulement 10 à 12% plus faible que celle à la surface de la planète. Cependant, les astronautes sont constamment en chute libre. Le vaisseau, les personnes à bord et tous les objets continuent de tomber vers l'avant, non pas vers le bas, mais autour de notre planète, suivant une orbite spécifique. Et comme ils tombent tous ensemble, l'équipage et les objets semblent flotter. Cependant, nos plans d'exploration spatiale vont bien au-delà de l'orbite terrestre à bord de la Station spatiale internationale. Nous nous préparons à envoyer des missions sur la Lune et à établir des colonies sur Mars. Certains experts estiment qu'au cours des 25 prochaines années, environ 20 000 personnes pourraient quitter la Terre. Mais combien de personnes faudrait-il pour coloniser un système stellaire entier? En 2002, l'anthropologue John Moore de l'Université de Floride a avancé qu'un vaisseau spatial transportant 150 passagers pourrait quitter la Terre et entreprendre un voyage de plusieurs milliers d'années vers un autre système stellaire. À leur arrivée, les descendants de l'équipage initial pourraient bâtir des colonies sur un nouveau monde. Cela semble être un projet aussi ambitieux que titanesque. Mais poursuivons. Le système stellaire le plus proche, Proxima du Centaure, se trouve à 4,2 années-lumière de notre planète. À l'échelle cosmique, c'est la porte à côté. Cependant, pour nous, c'est une distance tellement gigantesque qu'il faudrait construire un vaisseau générationnel pour y parvenir. Mais la vraie question est de savoir combien de personnes il faudrait envoyer pour garantir une diversité génétique suffisante. Une nouvelle étude contredit John Moore, affirmant qu'il faudrait bien plus de 150 personnes. Selon un scientifique de l'Université d'État de Portland, un vaisseau voyageant vers un monde aussi lointain devrait transporter au minimum 10 000 individus. Ce nombre pourrait assurer le succès de la mission. 40 000 personnes seraient encore mieux, car qui sait ce qui pourrait arriver aux voyageurs lors d'un trajet aussi périlleux et sans précédent. Pour le moment, la NASA n'est pas prête à envoyer des humains même sur Mars, alors encore moins vers un système solaire éloigné. Toutefois, quelques organisations privées travaillent sur ce projet. Elles espèrent rendre les voyages interstellaires possibles au cours du siècle prochain, en misant sur une augmentation significative de la vitesse de propulsion, ce qui pourrait réduire le temps de voyage entre les étoiles à seulement quelques centaines d'années. Les chercheurs ont mené plusieurs simulations pour analyser les différents scénarios pouvant se produire lors d'une telle mission interstellaire. Ils en ont conclu que le succès de cette mission dépendrait grandement de la taille de la population de départ. La diversité génétique permettrait de maintenir la santé des voyageurs. Plus la population est grande, plus elle est diversifiée. Et 150 personnes ne suffiraient clairement pas pour maintenir cette diversité génétique. Même une population de 500 personnes n'y suffirait pas. D'un autre côté, si nous envoyons 40 000 personnes vers un autre système stellaire, nous pourrions maintenir une variation à 100%. Même 10 000 voyageurs rendraient le scénario relativement stable, ce qui signifie que tout nombre compris entre 10 et 40 000 personnes serait un pari assez sûr. Mais bien sûr, nous ne pourrions pas envoyer autant de personnes avec un seul vaisseau spatial. Il faudrait en construire plusieurs et les répartir. Ces vaisseaux pourraient être modulaires, capables de s'amarrer ensemble pour le commerce et le contact social.
probablement pour maintenir une certaine diversité génétique. Cependant, ils voyageraient séparément afin que, si un désastre frappait l'un d'eux, les autres s'en sortent indemnes. Mais pour rendre le voyage interstellaire possible, les chercheurs et ingénieurs devront surmonter de nombreux défis. Accroître la vitesse de propulsion, gérer les effets négatifs de la vie spatiale, et inventer des systèmes autonomes fournissant air, eau et nourriture. Ou bien, nous pourrions simplement décider de réparer notre propre planète et de rester chez nous.